Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo au jardin. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à un commentaire que m'a laissé Kevin, une question, dans un fil de conversation que j'avais sous une vidéo avec Olivier du potager d'Olivier. Il me demande comment faire pour optimiser son espace quand il est très restreint. Il a 12 mètres carrés de jardin, en gros, si je me souviens bien, ce qu'il m'expliquait. Et voilà, moi je lui ai donné quelques conseils, et puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire une vidéo, parce qu'il n'y a peut-être pas que Kevin qui est dans ce cas-là. Alors pourriez me dire, moi je suis vraiment pas concerné par le problème d'espace, parce que voilà, j'ai un jardin immense. Si je voulais le doubler en termes de taille, j'aurais largement la place. Voilà, en termes d'allée, j'ai vraiment pas à économiser, j'ai vraiment énormément de place. Mais ça, c'est mon troisième potager en fait. J'en avais déjà fait deux avant. Le deuxième était un peu plus grand que le premier, mais le premier était vraiment restreint pour le coup en termes d'espace. J'avais très peu de plate-bande et puis j'ai essayé vraiment d'optimiser la place que j'avais. Et donc c'est des questions que je me suis déjà pas mal posées. Et du coup, je vais vous donner dans cette vidéo-là les quelques pistes qui me semblaient vraiment importantes pour optimiser son espace au jardin. Alors, une plante pour pousser, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle va avoir besoin quand même de trois choses fondamentales. Elle va avoir besoin d'une terre meuble dans laquelle elle puisse se propager ses racines et trouver sa fertilité. Elle va avoir besoin d'eau et elle va avoir besoin de lumière. Dans le cas qui va nous concerner, on a un espace restreint, l'eau ça va pas être un souci, on va pouvoir arroser. Ce qui va vraiment nous poser problème, ça va être le sol et la lumière. Et on va vite voir qu'on va essayer de s'abstraindre de la contrainte de sol pour uniquement être contraint par la lumière. Et donc la première chose à faire, ça va être de maximiser l'espace dans son petit jardin. Alors dans cette vidéo là, je vais prendre l'exemple, par exemple, je vais faire une sorte de petit schéma simple, typique de ce que pourrait être un petit jardin de maison. Alors voilà, imaginez que la maison soit en bas de l'image, qu'elle soit à cet endroit-là, puis que vous avez ce petit jardin ici. Avec, voilà, il y a un petit arbre au milieu, un barbecue là très mal dessiné à gauche, là, le petit rectangle quadrillé, et puis une table de jardin, un abri de jardin là qu'on voit ici, on voit le toit là, et voilà, grosso modo, c'est ce que vous avez dans un petit terrain, je sais pas moi, 40-50 mètres carrés, et là vous voudriez faire un potager le plus grand possible. Vous voulez vraiment vous consacrer cet espace-là au jardin, quand même garder la table de jardin et de quoi faire le barbecue, mais bon voilà, il y a un moment où il faut choisir, il n'y aura pas de terrain de foot pour les enfants, ni de quoi mettre une piscine, enfin il y a des arbitrages à faire. Si vous faites le choix de faire le jardin, faut se dire qu'on peut faire en gros entre 3 et 5 kilos de légumes, peut-être même selon certains types de légumes, même plus, par mètre carré de jardin. Donc chaque mètre carré gagné, ça va être vraiment pas mal de récoltes. Et la première chose à faire du coup, ça va être d'identifier la course du soleil par rapport à votre jardin, c'est-à-dire d'identifier où est le sud de votre terrain et comment le soleil circule, et selon les saisons également, que ce soit en hiver ou en été, parce qu'il est plus ou moins haut selon qu'on soit en été ou en hiver, et donc les ombres portées des murs, des arbres, des haies sont vachement plus importantes dès que le soleil décline à l'horizon, qu'on s'oriente vers l'hiver. Et donc quand on a un espace contraint, une des premières choses à faire, c'est de faire en sorte de maximiser le soleil pour qu'il n'y ait pas un rayon de soleil qui touche pas un plant de légumes. Et donc du coup, typiquement là, sur notre petit schéma, là, le petit arbre qui est au milieu, si vraiment vous voulez faire du potager, il va falloir l'enlever parce que ça vous restreint énormément votre capacité à faire du potager. Je sais qu'on peut faire du potager en agroforesterie avec des arbres qui font un ombrage un peu léger et tout, mais si vraiment vous êtes restreint en place, vous pouvez pas garder un arbre comme ça au milieu de votre jardin, vous allez retrouver de la verdure à côté. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser du coup les murs qui sont au sud de votre terrain et donc du coup qui vont être à l'ombre puisque le soleil va être de l'autre côté du mur. Donc toute cette partie là vous pouvez l'utiliser pour faire pousser de la verdure. Vous faites pousser des haies par exemple, donc pas trop épaisses, qui vont vous faire de la verdure. Alors je vous déconseille des haies de lierre, même si ça pousse très bien à l'ombre, parce que le lierre a tendance à faire des fruits très tard en saison, enfin vers septembre, à partir de septembre. C'est une des dernières plantes à avoir des fleurs. Et ça attire énormément les frelons. D'expérience, je vous déconseille les lierres près des endroits où vous voudriez vous installer. Vous pouvez aller voir, il y a plein de sites intéressants, comme par exemple Promesse de Fleurs. Ils vous proposent une page avec toute une liste de plantes grimpantes qui poussent bien à l'ombre. Et donc voilà, vous avez l'embarras du choix. Et vous utilisez du coup ces murs qui sont plutôt à l'ombre pour avoir de la verdure. Et par contre, tous les murs qui sont orientés plein sud, là, ça va être pour le coup une véritable fournaise, un véritable trésor pour votre jardin, puisqu'ils vont à la fois garder la chaleur et en même temps emmagasiner énormément de lumière. Donc vous pouvez gagner de la surface de culture en faisant pousser le long de ces murs du coup des plantes qui montent relativement haut. Et donc du coup, vous gagnez des mètres carrés en hauteur. C'est-à-dire qu'en bas de ces murs-là qui vont être en plein soleil,
vous évitez de faire pousser du radis ou de la carotte qui vont pas utiliser la hauteur. Ce que vous faites, c'est que vous mettez des tomates, des concombres que vous faites grimper, que vous palissez sur le mur, vous installez de quoi palisser des choses sur le mur, en essayant quand même de pas coller les choses au mur, parce que bon, il va y avoir également un problème de ventilation, donc il faut que l'air circule, donc essayez de quand même pas trop coller vos cultures au mur, essayez de garder un peu d'espace pour que l'air circule et qu'elles évitent de tomber malades, parce que les murs c'est généralement des endroits où le vent circule peu. Le vent a tendance à passer au-dessus en faisant une sorte de contour comme ça, et donc toute la partie qui est près du mur du coup a tendance l'air a tendance à végéter. Donc voilà, essayez d'éviter de trop coller au mur, mais bon, profitez quand même de ces endroits-là pour faire pousser des plantes grimpantes qui aiment beaucoup la chaleur. Voilà, typiquement les tomates c'est parfait, les concombres également. Vous mettez ça ici, et là vous optimisez déjà énormément, vous gagnez à peu près en culture la hauteur de votre mur du coup, multiplié par sa longueur. Donc si vous avez 5 mètres de mur et puis que vous montez les choses à 2 mètres de haut, enfin 1 mètre 50, vous gagnez 7 mètres 50 carrés de surface de culture, de soleil qui, au lieu de tomber sur le mur, du coup va tomber sur vos légumes. Ce que vous pouvez faire également, si vous avez la possibilité, c'est d'essayer de peindre vos murs en blanc, enfin mettre des choses claires qui réfléchissent bien la lumière, de manière là encore à maximiser la lumière dans votre potager. Chaque rayon de lumière qui sera réfléchi et qui sera rendu, qui va rebondir sur un légume sera un rayon de lumière gagné. Alors, ce qui arrive également souvent dans les endroits résidentiels avec des petits jardins et des gens serrés, c'est que vous vous retrouvez à l'ombre d'un arbre de votre voisin ou d'une haie trop grande. Alors il faut savoir, bon le mieux c'est encore d'en parler puis de s'entendre de manière cordiale avec votre voisin, mais si jamais c'est pas possible, il faut savoir qu'il y a des obligations légales de hauteur des arbres et des haies. Donc voilà, je vous mets le texte ici, mais voilà, si vraiment ça vous contraint, vous pouvez obliger votre voisin à tailler sa haie, par exemple si elle est trop haute et que ça vous fait trop d'ombre. S'il a une haie de cyprès à 4 mètres de haut collée à votre jardin, normalement on n'a pas le droit de faire ça, il ne faut pas que la haie dépasse les 2 mètres si je me souviens bien. Donc voilà, vous pouvez également, si vous êtes contraint par ce problème-là, il y a des recours. Le mieux quand même c'est de s'entendre et de faire ça à l'amiable. Et puis d'ailleurs de profiter de récupérer les déchets de taille de votre voisin pour pailler votre jardin. Et donc tout ce qui va se trouver au sud de votre jardin va possiblement vous faire de l'ombre, mais pensez bien également que tout ce qui va se trouver au nord du vôtre pourrait faire de l'ombre à votre voisin d'à côté également. Et donc voilà, la règle d'or de toute la morale de toutes les civilisations, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas que les autres nous fassent. Donc voilà, pensez également à pas mettre des arbres immenses au nord de votre terrain. Je sais que ça se fait beaucoup là en permaculture, on fait des forêts étagées et puis on a le soleil qui arrive du sud et puis au nord on met des arbres de 20 mètres de haut, sans se soucier du fait que derrière il y a également un terrain qui se retrouve du coup sur sa façade sud avec des arbres de 20 mètres de haut. Donc voilà, pensez bien que voilà, si vous avez quelqu'un de l'autre côté, allez pas mettre des arbres de 10 mètres de haut pour lui couper le soleil. Donc une fois qu'on a bien optimisé la lumière et les mètres carrés au niveau du jardin, on en vient directement au potager. Alors là, vous allez me dire que je fais un peu une fixette dessus, mais je trouve que le potager en bac est vraiment bien adapté aux espaces restreints. Parce que, alors l'idée en gros, ça va être de supprimer la contrainte du sol. Je vous expliquais qu'il fallait de la lumière, de l'eau et un sol adapté à la culture. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de limiter la contrainte d'espace liée au sol en ayant un sol le plus meuble et le plus profond possible, de manière à ce que les plantes enfoncent leurs racines en profondeur, au lieu de se concurrencer à la surface dans un sol peu fertile et trop dur, et de juste répandre leurs racines à la surface, et puis de très vite se concurrencer avec la plante à côté, et donc une nécessité d'éloigner les plantes fortement les unes des autres. Là, l'idée, ça va être d'avoir un sol profond pour que les racines descendent, et qu'elles ne soient pas contraintes du coup sur la largeur, et qu'on puisse fortement serrer les légumes. Et donc pour ça, un potager en bac rempli de sol très meuble, de terreau, de compost, d'amendement avec beaucoup de paillage et tout, ça fonctionne très bien. Et je vous conseille ça. En plus, à jardiner, ça va être vraiment très confortable si vous faites des bacs avec 25 cm de haut, en gros, de planches que vous remplissez bien. Là, du coup, vous avez un dénivelé au niveau de votre sol qui est de ça. Et là, vous serez vraiment très confortable. En termes d'optimisation également du sol, ça fonctionne très bien parce que les buts, on a tendance du coup à cultiver relativement avec des allées en fait relativement grandes. Alors que là, le fait d'avoir un abrupt comme ça, c'est vous passez vraiment de la zone cultivée à l'allée et vous perdez pas toute une zone de pente qui est souvent pas utilisée à moitié en herbe.
Ça permet également du coup le système en bac, parce que généralement quand on a des jardins comme ça, de petites zones résidentielles, on n'a pas forcément une bonne terre, on peut avoir du remblai, des chemins de chantier avec du calcaire, des choses comme ça. Là, ça vous permet du coup de surélever votre sol et de faire vraiment, de mettre de la fertilité. Et puis après, cette fertilité va descendre également si par exemple vous avez des gros graviers de chantier, tout ça, ça va s'infiltrer entre et tout, et ça va continuer à se propager un peu du coup en profondeur dans votre sol. Et vous allez, au fur et à mesure, vous allez rajouter de la fertilité. Du coup, vous allez rendre votre sol de plus en plus profond et propice à la culture. Et ça vous permet, voilà, du coup, de rendre cultivables des zones qui ne le sont pas au prime abord forcément. Alors du coup, si vous orientez sur cette logique-là d'avoir un sol profond et meuble, le concept de base également, c'est de ne pas arroser souvent et peu, comme il y a beaucoup de gens qui ont tendance à le faire. Il faut arroser rarement et beaucoup, de sorte que l'eau s'infiltre en profondeur et que les racines du coup suivent l'eau et descendent également en profondeur, pour que justement, voilà, elle ne s'étale pas en surface. Si vous arrosez peu et souvent, en fait, vous allez avoir juste la surface qui va être mouillée, donc les racines vont se propager uniquement en surface, elles vont pas descendre. Donc il suffit pas d'avoir un sol meuble, il faut avoir le mode d'arrosage qui va bien avec, c'est-à-dire un arrosage, en gros, moi c'est ce que je pratique, c'est 1 fois par semaine, et par contre beaucoup, c'est-à-dire quasiment 5 litres par pied. Mais voilà, du coup, comme il y a beaucoup d'eau d'un coup, l'eau s'infiltre en profondeur, et voilà, les racines suivent également. Alors du coup, chose qui va être importante également, vous n'avez pas d'espace à perdre, donc les allées, c'est des espaces importants, mais c'est des espaces perdus pour les cultures. Donc faut essayer de limiter leur nombre et leur largeur. Donc 40 cm d'écart pour les allées, ça me paraît pas mal. C'est restreint, c'est petit, mais normalement on circule, on peut passer. En dessous de 40 cm, ça me paraît vraiment commencer à être vraiment petit. Et puis voilà, vous essayez là encore d'éviter d'avoir des allées du coup qui vous captent des endroits au soleil et tout. Si vous pouvez, vous essayez de mettre les allées plutôt sur la partie qui est à l'ombre de votre jardin. Et voilà, de pas en mettre de trop. Vous faites des plates-bandes de 1 mètre à 1 mètre 20 de large pour voilà, maximiser du coup votre surface. Et puis des allées de 40 cm, ça me paraît un bon compromis. Parmi les choses qui vont être compliquées à faire également, ça va être de produire votre propre fertilité dans votre jardin. Tout ce qui est tonte de gazon, compost, feuilles d'arbres. A priori, je pense qu'il faut oublier, si vous êtes vraiment contraint sur l'espace, vous ne pourrez pas avoir des logiques de culture extensive dans un espace extrêmement contraint. Et donc vous allez devoir du coup importer cette fertilité de l'extérieur. Alors vous pouvez toujours utiliser voilà votre compost de cuisine, ce genre de choses. Mais voilà, par exemple typiquement pareil les engrais verts, je pense que vous oubliez, si vous êtes contraint en termes d'espace, les engrais verts ça va vous immobiliser des mètres carrés jusque tard en saison. Et vous allez être, du coup, vous ne pourrez pas profiter de votre sol à ce moment-là. Donc voilà, ça vous rapportera pas grand-chose en plus pour votre situation. Donc la fertilité, vous l'importez et vous vous concentrez du coup vraiment sur la culture. Vous êtes trop restreint en termes d'espace pour pouvoir partir dans ce genre de logique-là. Alors vous pouvez vous amuser un petit peu et tout, je dis pas qu'il faut absolument pas en faire du tout, c'est pas interdit, mais voilà, faut bien avoir conscience que ça va pas être possible de vous générer votre propre fertilité. En gros, il faut quasiment 4 à 5 mètres carrés de zone extensive pour fertiliser 1 mètre carré de zone intensive. Là, vous n'avez pas ces 4 à 5 mètres carrés, donc du coup, vous faites en sorte de récupérer cette fertilité depuis l'extérieur, que ce soit du compost de déchets verts, ça fonctionne très bien. Vous récupérez tout ce que vous pouvez en paillage de vos voisins, voilà, il y a plein de manières, vous vous débrouillez un peu pour trouver ce dont vous avez besoin. Évitez quand même d'acheter des sacs de copeaux de lin en jardinerie et tout, vous allez vous ruiner, il faut que vous trouviez d'autres sources plus pérennes et moins chères. Mais bon voilà, ça va être compliqué de produire votre propre fertilité sur votre jardin. Alors souvent sur ce genre de jardin également, vous allez avoir une zone qui va être beaucoup plus à l'ombre que qu'une autre. Et donc vous n'allez pas pouvoir organiser une rotation, un peu comme mon jardin ici d'ailleurs, c'est un peu quand même sur mon grand jardin, c'est encore le cas, et c'est souvent le cas dans les jardins de tout le monde. Avoir une rotation pure et parfaite, c'est assez compliqué parce qu'on a toujours une zone qui est plus à moins à l'ombre et qui va être compliquée du coup pour faire les cultures d'été type poivron, aubergines, tomates, concombre, tout ça. Et ces légumes-là vont avoir du mal à rentrer dans cette zone-là parce qu'il n'y aura pas assez de lumière, trop d'humidité, trop de possibilités d'attraper le mildiou. Donc voilà, au niveau des rotations, vous faites pas une rotation pure et parfaite, souvent dans ce genre de jardin. Vous faites une rotation limitée entre une zone qui supporte les légumes, qui aime bien la mi-ombre et l'humidité, puis une zone vraiment au soleil, où là vous organisez une rotation interne. Voilà, le fait que votre sol soit très riche, très profond, très meuble, normalement, ça doit suffire à la fertilité. Et pour ce qui est de la mi-ombre, il y a énormément de légumes qui aiment bien pousser à la mi-ombre, que ce soit les salades, les épinards, les radis, les carottes, les navets, enfin voilà, je vous mets toute une liste. On pousse un peu moins bien, mais ça poussera quand même.
Et voilà, si vous n'avez pas forcément énormément de lumière, il y aura quand même des choses qui vont pousser. Par contre, voilà, vous y mettrez pas des aubergines. Bon, encore une tondeuse à gazon dans le ciel, on va la laisser passer. De l'art de faire du bruit pour 5 km alentour, bah voilà, pour rien. Hein. Juste pour le plaisir d'enquiquiner tout le monde un dimanche matin. Ah oui, alors, chose également importante, moi j'en parle parce que je me suis pas mal fait avoir, c'est d'essayer de limiter les gadgets un peu permaculturels au jardin, style spirale aromatique, hôtel à insectes, et puis je fais une fontaine à fraises, et tous ces machins-là qui prennent pas mal de place et qui en fait servent pas à grand chose. Pas mal de place et de temps d'ailleurs également. Donc voilà, faut éviter de trop vous disperser dans tous ces gadgets qui, en plus d'être chronophages, du coup prennent vachement de place au niveau du sol et franchement qui servent pas à grand chose. Et donc du coup, ouais, ou les trucs, les mandalas, les machins, les trucs avec des formes rondes, on gaspille énormément d'espace. Pour le coup, c'est un peu triste à dire, hein, il y en a mais les rectangles, c'est encore la meilleure manière d'optimiser votre espace pour voilà, avoir un maximum d'accès partout à votre terrain avec le minimum d'allées et puis le maximum de zones de culture. Et puis c'est encore la chose la plus simple à fabriquer, à mettre en place et puis à maintenir. Pareil du coup pour que les équipements des planches aillent d'une planche à une autre. Donc évitez de partir dans des trucs un peu trop farfelus, même des plans au niveau aussi un peu trop farfelus. Vous pouvez le faire, hein, parce que je peux comprendre qu'esthétiquement, avoir juste des rectangles, ça fasse pas envie. Mais il faut savoir que du coup, vous allez sûrement perdre un peu d'espace en faisant ça. C'est pas forcément la meilleure moyen d'organiser son jardin et d'optimiser l'espace. Après, il faut pas tomber trop à l'extrême dans l'optimisation de l'espace, à faire des allées trop petites, à carrément se rendre des chemins beaucoup trop longs pour accéder d'un endroit à un autre, en fermant des allées pour faire des sortes de keyholes, comme on appelle ça, pour maximiser la zone de culture, mais en rendant du coup le jardin vraiment difficilement praticable au quotidien. Donc bon, c'est un compromis à trouver, à chacun de faire aussi selon ses envies. Tout n'est pas histoire que d'optimisation et puis de gagner un demi-mètre carré. Voilà, si vous voulez faire des trucs arrondis, des mandalas, faites des mandalas, des trucs arrondis. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je vous explique juste voilà ce qui a priori est le plus optimal ou pas, quoi. Bon, et donc du coup sur mon plan là, vous voyez, j'ai enlevé l'arbre, tous les éléments de jardin sont rapportés sur la partie droite du coup du jardin, en imaginant que la porte de la baie vitrée soit à cet endroit-là. On garde la place de mettre la table, le barbecue du coup va se mettre très bien sur le mur qui du coup est à l'ombre et ça évite de prendre de l'espace au soleil. On conduit du coup des plantes sur le mur pareil à l'ombre de manière à faire de la verdure. L'abri de jardin est rabattu contre le mur pareil dans l'idée d'optimiser l'espace. Il est réduit en taille également parce que si voilà vous êtes contraint par l'espace, peut-être que vous pouvez stocker des choses en intérieur, avoir moins de choses également. C'est peut-être pas la peine d'avoir un abri de jardin immense. Si voilà vous voulez optimiser l'espace, il faut optimiser l'espace. On règle pas le problème sans régler le problème, comme on dit. Donc vous pouvez pas avoir un jardin de 50 mètres carrés et puis un abri à jardin de 15 mètres carrés. Enfin, faut faire des choix. Et après, pareil, du coup, profiter sur la partie qui est à l'ombre de l'abri de jardin, mettre un récupérateur d'eau pour essayer de récupérer un peu d'eau. Enfin voilà, des petits bricolages comme ça qu'on peut faire. Ces zones-là étant à l'ombre, de toute façon, c'est des zones non cultivables pour le potager. Et donc toutes ces zones d'ombre-là sont parfaites pour mettre du coup justement tout ce qui est logistique, bâtiments, voilà, le barbecue, ce genre de choses. Alors, autre point d'optimisation, du coup, une fois qu'on a optimisé le potager, la profondeur de sol et les plates-bandes, ça va être du coup de savoir qu'est-ce qu'on cultive dans le potager. Alors là, là c'est pareil, hein, c'est à chacun de faire ses choix, mais l'idéal quand même c'est de se concentrer sur les cultures les plus rentables, que ce soit en argent ou d'un point de vue gustatif, selon ce que vous recherchez, que ce soit soit de faire des économies, soit vraiment d'accéder à des légumes très bons, vous pouvez pas trouver en commerce. Et donc vraiment de vous concentrer sur ces légumes-là, sachant que avec un petit espace restreint, vous n'arriverez pas à produire tous vos légumes vous-même. Si vous en mangez beaucoup, il va vous falloir beaucoup plus que le petit espace que vous avez, donc il va falloir faire des choix. Après, vous pouvez également faire le choix de faire un maximum de choses pour apprendre un maximum de choses au niveau des légumes et tout. Donc voilà, après c'est à chacun de faire ses choix, de bien réfléchir.
mais vous pourrez pas tout faire, donc il va falloir choisir. Et donc réfléchissez bien à ce que vous voulez en priorité, soit vous amuser, soit apprendre, soit des légumes vraiment bons, soit des légumes qui vont faire beaucoup d'économies. Alors bon, le must, hein, ça reste la tomate, tomate cerise, parce que ça fait faire vraiment beaucoup d'économies, et 2, la différence de goût est vraiment phénoménale par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce. Ce qui est très intéressant également, par exemple, ça va être tout ce qui est poivron, concombre, enfin tous les légumes d'été. Ça c'est très intéressant, mais souvent vous allez être justement plutôt contraint en termes de place sur ce que vous allez pouvoir faire en légumes d'été. Voilà. Et après, typiquement les patates, il y a une vraie différence de goût par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Il y a beaucoup moins d'eau dans les patates, elles sont beaucoup plus denses, mais la différence la valeur de la culture au mètre carré, c'est pas ça qui est offert faire beaucoup d'économies par exemple. Donc voilà, à vous de faire vos choix en conséquence. Alors pour optimiser votre espace également, ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur les zones qui sont un peu à l'ombre d'autres cultures, mettre justement des légumes qui nécessitent peu de lumière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc des salades, du persil, je sais pas moi, des épinards, ce genre de choses qui vont pousser très bien à l'ombre, par exemple des pieds de tomates ou ce genre de choses. Et donc voilà, vous optimisez votre espace et vous mettez des cultures intercalaires entre vos cultures qui vous font de l'ombre et qui sont plus espacées. Alors, il y en a qui font ça également, c'est qu'ils utilisent certaines plantes comme tuteur pour d'autres plantes. Donc typiquement vous mettez un maïs et vous enroulez une tomate ou un haricot autour. On peut imaginer des choses un peu comme ça. Ils appellent ça la mille-pas par exemple. On associe maïs, haricot et une courge au sol. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Au fur et à mesure, vous apprendrez à faire le potager. Peut-être vous essayerez des choses comme ça. Mais bon, voilà, l'idée c'est d'optimiser vraiment tout l'espace et qu'il n'y ait pas un endroit qui soit pas planté. Et dès que voilà, vous faites une récolte, vous remettez quelque chose derrière. Sachant qu'il y a toujours la possibilité de mettre un petit radis, sauf à la pleine saison quand il fait vraiment très chaud, mais mettre un petit radis, des épinards, des petites cultures vraiment très rapides. Et toujours avoir sous la main du coup de quoi faire des petites cultures très rapides pour boucher un trou en attendant la bonne période de plantation d'une autre culture. Essayer d'appréhender du coup les temps nécessaires à chaque culture pour boucher des trous dès que vous avez des petits trous et optimiser l'espace comme ça. Pas trop s'égarer non plus à faire un radis par-ci, un radis par-là, parce que là ça va être ingérable. Toujours quand même faire en zone de culture au maximum. Mais bon voilà, après ça c'est de la pratique. Mais vraiment l'idée c'est de pas laisser une zone de culture sans culture. Alors après l'autre piste d'optimisation également, du coup si vous êtes contraint par l'espace, ça va être d'optimiser dans la durée, sur le temps. Alors une chose qui fonctionne très bien par exemple c'est d'échelonner certaines cultures. Donc typiquement vous mettez un rang de radis qui va être très rapide et puis après vous mettez à côté des carottes et puis encore à côté des poireaux qui vont avoir du coup des horizons de culture différents. Et quand vous aurez fini les radis, les carottes vont prendre la place. Et quand les carottes seront enlevées, les poireaux vont continuer derrière. C'est des choses qui se font plutôt bien. Alors bon, attendez, je vais bouger l'angle de la caméra parce que là, la lumière commence à être un peu violente à l'image, à ce que je vois. Voilà, j'ai déplacé la caméra. Donc voilà, ce que vous pouvez faire également, c'est d'utiliser des matériels qui vous permettent de prolonger la saison à l'automne ou de l'avancer à l'hiver, fin de l'hiver, début du printemps, comme par exemple des petites serres, des tunnels que vous pouvez mettre également. Vous pouvez mettre des cloches également, par exemple, sur vos salades, tout ce genre de choses. Bon, c'est souvent à base de beaucoup de plastique, hein, ça vous y échapperez pas si vous voulez faire des effets de serre. Des petits châssis également, tout ça fonctionne très bien et ça vous permet de cultiver beaucoup plus tôt et beaucoup plus tard en saison et vous gagnez ce que vous n'avez pas en espace, vous le gagnez sur la durée. Du coup ça peut être pas mal intéressant. Autre chose à mon avis qui est essentielle au jardin, c'est du coup de faire ces semis en godet de manière à optimiser l'espace, c'est-à-dire que partout où il y a un plant, on est sûr qu'il y a un plant, on n'a pas mis une graine et puis des fois ça germe, des fois ça germe pas. En tout cas sur tout ce qui peut se faire en godet de manière raisonnable. Et donc vous avez une optimisation d'espace parce que vous êtes sûr que partout où vous avez mis un plan, il y a un plan et vous n'êtes pas là à attendre que la graine sorte ou sorte pas. Et l'autre optimisation également, c'est que tout le temps que votre plant pousse en godet en intérieur, moi dans mon meuble Asmi, là, comme je vous ai déjà présenté en vidéo, l'espace au jardin, lui, il reste libre. Et je peux très bien imaginer faire un radis, par exemple, là où je vais mettre plus tard ma petite tomate, une fois passé les seins de glace, avant que tout le temps qu'elle pousse en godet, toute cette zone-là est libre pour du coup faire autre chose. Donc faire un maximum de godets, c'est ce qui va vous permettre aussi du coup de gagner du temps de culture
pour d'autres petites cultures avant, ou typiquement si vous faites pousser des choses sur l'automne et hiver pour récolte au printemps, genre un petit pois que vous plantez à l'automne et que vous allez récolter en mai, vous allez pouvoir le faire parce que vos tomates seront tout de suite prêtes, une fois la récolte du petit pois, à être plantées juste direct derrière votre petit pois par exemple. Donc voilà, cette vidéo a été un peu longue, là j'ai beaucoup évoqué de points. J'en ai sûrement oublié, vous avez sûrement des choses à apporter également de votre côté, des avis, des choses, donc n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, tout ça. Et puis ben moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt.